Bienvenue à ce cycle de webinaire RH. Donc, c'est un cycle de 3 sessions que nous avons organisées dans le cadre du CODEV, donc le Comité de développement à l'emploi. Donc, il y aura 2 autres dates, je vais les rappeler, c'est le 22 novembre et le 1er décembre. Et puis, ce cycle de webinaire, il sera suivi d'un séminaire RH qui se déroulera, on va dire, courant mars. Hein. Donc normalement, on a prévu de le faire courant mars. Voilà, donc vous avez dû le voir, il y a plusieurs thématiques. Hein. Aujourd'hui, ce sera la communication réglementaire, une opportunité de créer un dialogue constructif. C'est le premier cycle de webinaire qui sont sur la thématique générale. En fait, ce qu'on a voulu amener, c'était faire des contraintes réglementaires une opportunité managériale. Donc, je vais me présenter, après Rémi va se présenter. Donc, moi, je suis Marc Mercier de la Chambre d'agriculture, conseiller projet ressources humaines. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'interviens sur toutes les questions ressources humaines auprès des agriculteurs. Voilà, et je suis coordinateur de la cellule Passer le Cap. Voilà, je te laisse te présenter, Rémi. Merci Marc. Bonjour tout le monde. Moi, je suis Rémi Dubois, je suis responsable emploi pour la FNSEA Centre Val de Loire. Et j'ai dans mes missions toute la partie accompagnement des employeurs, santé, sécurité au travail, toute une partie un peu accompagnement pour nos adhérents en management et tout un volet également main-d'œuvre, mise à disposition de main-d'œuvre à travers les groupements d'employeurs et les services de remplacement, plus toute l'action promotion des métiers au travers de l'ANEFA. Voilà. Du coup, on vous propose de démarrer. Vos micros sont activés, on n'est pas nombreux, donc n'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions, mais également si vous avez un peu des éléments vécus dont vous voulez qu'on échange ensemble sur les thématiques qu'on va aborder, qui va évidemment beaucoup tourner autour du dialogue avec son salarié. Hein, c'est vraiment l'enjeu. Comment établir un vrai dialogue et puis, un peu quelles sont les clés qu'on peut vous donner. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous avez des exemples ou des remarques. On n'est pas nombreux, donc on peut être très libre. Et on se donne un maximum de 13h50 pour clore ce webinaire, qui d'ailleurs, permettez-moi, je demande un petit peu à l'équipe autour de nous, qui doit être enregistré. Voilà. Oui, l'enregistrement a démarré. L'enregistrement a démarré. Je demande s'il vaut bien ton diplôme. Est-ce que vous voyez mon diaporama? Pas encore. Ah bah là, tu l'as enlevé. D'accord. Du coup, tu l'as enlevé. Oui, c'est ça. C'est ça. Il doit tout ouvert 2 fois. Et là, vous le voyez? Oui. D'accord. Il est à l'écran, pas de souci. Ok, c'est bien. Et c'est parti. On va commencer. Donc, de reprendre, effectivement, c'est vraiment de réfléchir ensemble sur les obligations les réglementaires. Effectivement, c'est toujours, on a toujours tendance à prendre ça comme une obligation, et l'idée, c'est donc plutôt de le prendre comme une opportunité afin de faire un acte de management pour créer un échange avec son salarié. C'est un petit peu la thématique de l'ensemble des webinaires, tout en voyant différentes obligations, effectivement, qui sont liées à l'employeur. Donc, l'idée, c'est déjà de créer un dialogue. Comment on va créer un dialogue? C'est un petit peu ce qu'on va essayer d'expliciter. Donc, la première chose pour dialoguer, il faut s'écouter. Donc, c'est important, c'est-à-dire être actif aussi dans l'échange et montrer à l'autre que ce qu'il peut dire ou échanger nous intéresse. En gros, il faut prêter attention à l'autre. Donc, écouter, c'est quoi? C'est prendre du temps et puis chercher à comprendre ce que dit l'autre, notre interlocuteur. En fait, la position d'écoute, hein, pour être bien écouté, c'est prendre en compte la réalité de l'autre, ce qu'on appelle, nous,
la subjectivité, c'est-à-dire de vraiment essayer de comprendre son point de vue, qui peut être effectivement différent d'une autre. Ensuite, effectivement, ça va être dans l'écoute, c'est questionner. Questionner, c'est faire exprimer l'autre, le pousser à dire des choses afin qu'on comprenne bien ce qu'il a à nous dire et qu'on puisse aussi s'assurer qu'il a bien compris ce qu'on nous on a à lui dire. Alors les questions, c'est plutôt sous forme de questions ouvertes. Elles commencent plutôt par que, quoi, quand, comment. Par exemple, pour comprendre l'autre, on va plutôt dire qu'est-ce qui te fait dire cela? Qu'est-ce qui t'a amené à faire cela? Donc là, on est plutôt dans le cadre de la compréhension. Et puis, si on est plutôt sur une posture de faire participer, hein, donc faire participer, c'est expliquer comment tu t'y prendrais, qu'en penses-tu? Voilà. Là, on est plus dans se comprendre, mais c'est dans le cadre de faire participer. Donc, le dialogue, c'est aussi se mettre d'accord, soit en phase de négociation ou de recherche de compromis. Donc, à la fin, effectivement, quand on a un échange avec son salarié, c'est déjà de lui demander est-ce que ça va? Est-ce que tu as compris? Donc, dialoguer, en résumé, c'est rester soi-même et puis accepter les critiques et les points de désaccord des autres. Monsieur Ducrot, vous avez une question? Non, 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 pas de question. Merci. Est-ce que tu veux intervenir sur ce petit passage? Rapidement sur ce passage-là, revenir un petit peu sur la question questionnée qui est toujours un élément compliqué puisque en termes de relations humaines, hein, là on n'est pas seulement dans la RH, il faut toujours partir d'un grand principe, c'est que la problématique exprimée n'est pas toujours la problématique ressentie ou réelle. Hein, et c'est là où l'échange devient intéressant, mais peut pour vous des fois devenir compliqué en tant qu'employeur. C'est que ce que vous objecte le salarié, il peut y avoir des choses derrière. Hein, donc la question, la notion de question, elle est vraiment importante pour bien comprendre ce qui va. Évidemment, elle est importante quand il y a un problème. S'il y a de la satisfaction, c'est moins gênant. S'il y a une différence de point de vue ou une différence d'accord, hein, sans parler de conflit, sans aller jusque-là, mais toujours penser que entre ce qui est exprimé et ce qui est réellement ressenti ou vécu par la personne en face de nous, il y a des fois une différence assez nette. Donc la notion de questionnement est vraiment primordiale dans l'échange. Voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter sur cette partie-là. Alors, on va passer sur la slide suivante. Donc, du coup, la communication, c'est aussi créer les opportunités. Donc, pour dialoguer, il faut se créer des opportunités pour ouvrir un dialogue. En gros, l'opportunité, c'est quoi? C'est que je vais organiser les temps d'échange. Donc, ces temps d'échange, ils sont de différentes formes. C'est important de bien distinguer la communication qui va être formelle, c'est-à-dire soit sous forme d'entretien ou de réunions qui seront organisées où on aura convoqué le salarié ou autre, et puis la communication informelle qui est plutôt liée au hasard ou à la pause café, un événement récréatif voilà, dans le travail ou une autre situation qui est non prévue, comme on dit, au pied de la roue du tracteur. Voilà, ça c'est l'informel. Et il faut bien distinguer les deux types de communication. C'est pas parce qu'on fait une communication informelle qu'on communique totalement. C'est une forme de communication qu'on va utiliser en fonction de la situation. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas communiquer de manière formelle. Donc la communication formelle, elle peut avoir différentes formes. Hein. Ça peut, d'un point de vue managérial, ça peut être l'entretien annuel, l'entretien de professionnalisation qui là est plus centré sur le développement des compétences du salarié et comment on peut le faire évoluer dans l'entreprise. Ça peut être un entretien de recadrage. Alors le recadrage, c'est pas forcément non plus d'un point de vue négatif, c'est de refaire un point sur ses activités, ce qu'il réalise.
voilà, et de comment ils travaillent. Et puis des entretiens de suivi du travail qui peuvent être aussi de manière formelle sur des grandes activités ou si effectivement il y a une délégation à son salarié. Donc pour communiquer et dialoguer à un moment donné, bah, il faut aussi se préparer, c'est-à-dire bien choisir le moment, les conditions. On évite effectivement de transmettre des informations dans un univers bruyant. Et puis, on essaye aussi de créer, si c'est de la communication formelle, un environnement où on sera installé confortablement et où notre interlocuteur pourra être pleinement attentif à ce qu'on a à lui dire. Donc, on prépare ce qu'on a à dire et puis, suivant les situations, on peut aussi anticiper les objections pour être prêt et pas être pris au dépourvu par une question du salarié qui pourrait nous mettre mal à l'aise. Est-ce que tu veux intervenir? Sur cette notion de modalité de communication, il faut comprendre que forcément, si on veut qu'il y ait qu'il y ait une vraie transmission et une vraie compréhension des informations, il faut forcément aménager un moment de discussion. Alors, la pause café est un bon moment, il n'y a pas de problème. En revanche, une discussion pendant un travail en commun n'est pas favorable à la transmission d'une information. Hein. Bien sûr, vous allez donner des consignes, vous allez passer des astuces pour le travail, vous allez potentiellement repréciser quelque chose à faire dans la journée, mais là, on parle d'un dialogue et on parle d'échanger sur des choses un petit peu plus fondamentales et un peu plus liées au fonctionnement de l'entreprise ou également au travail en lui-même du salarié. Donc, c'est bien important de comprendre que, voilà, quand on veut parler de ces sujets-là, il faut prévoir un temps, quoi qu'il arrive, même si c'est au pied levé, et c'est ça qu'on va appeler informel. Hein, on n'est pas obligé toujours de passer par une convocation à un entretien. Mais par contre, voilà, c'est pas pendant qu'on est en train de travailler tous les deux. Alors, on n'a pas fait de petit tour de table avant, mais c'est pas au milieu des vignes ou c'est pas au bout du champ avec le moteur de tracteur qui tourne derrière qu'on transmet des informations importantes parce que d'une, on prend le risque qu'elles ne seront pas entendues et bien compris, et donc derrière, on prend le risque qu'elles ne soient pas appliquées. Voilà, c'est bien ça qu'il faut comprendre. Ce qui n'empêche pas que quand on travaille ensemble, on discute, on échange, mais là, c'est du lien social qui est toujours évidemment important avec un salarié comme avec tout autre convive avec lequel on partage. Mais bien faire la différence pour qu'il n'y ait pas après de problématiques et qu'on soit sûr que les choses aient bien été entendues et comprises. Voilà là-dessus, pour moi. Concernant, concernant les entretiens, là, donc sur la forme plutôt formelle, là, donc il y a une obligation un peu légale qui veut qu'on le fasse une fois par an au moins, c'est ça? Et par contre, on est souvent un peu en difficulté par rapport à la trame de cet entretien parce qu'on ne trouve pas forcément sur le net ou ailleurs des choses adaptées un peu à l'agriculture, à notre métier en tout cas. Alors, je ne sais pas si de votre côté, vous avez éventuellement des trames d'entretien annuels qui seraient plus orientées sur nos métiers à nous, quoi. Alors, repréciser, l'entretien annuel, il n'est pas obligatoire. Hein. Ce n'est pas obligatoire dans la loi, c'est conseillé, fortement conseillé, puisque ça fait partie je dirais, de la partie management. Et c'est là aussi où on va parler de l'année, qu'est-ce qui s'est fait, et éventuellement poser des objectifs à son salarié. Et puis, c'est aussi le moment de reconnaître le travail qui a été fait et de le valoriser, ce travail. Hein. Donc, il faut savoir que ce n'est pas obligatoire. L'entretien qui va être obligatoire, c'est l'entretien professionnel qui est obligatoire à partir de la date d'embauche tous les 2 ans et avec un bilan à 6 ans. Donc voilà, après effectivement, nous on a des outils, il y a des possibilités aussi de faire des interventions RH sur effectivement la préparation de l'entretien annuel et puis peut-être voir aussi dans le cadre de la formation, hein, nous on fait des formations employeur, voilà, être employeur. Et à travers ces formations-là, bah, c'est là où aussi vous allez, je dirais, avoir les éléments pour pouvoir mener un entretien. Parce qu'il y a plusieurs choses. Il y a l'outil et puis il y a aussi comment je vais conduire cet entretien, les différentes étapes.
Donc ça, c'est tout à fait possible. Et dans le cadre de, il y a un financement sur les prestations RH dans le cadre d'Ocapiat, avec un financement Ocapiat. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais de toute façon, à la fin, on pourra revenir sur le sujet. OK. Alors, le temps passé au dialogue, souvent on dit, effectivement, dialoguer, ça fait une perte de temps, j'ai pas le temps, des fois c'est ce qu'on entend, mais j'ai pas le temps, etc. Ça améliore quand même les conditions et les relations de travail, donc c'est important. Donc, ce qu'on peut résumer, c'est que dialoguer, en tout cas, c'est pas perdre du temps. Ça permet de partager et d'expliquer avec son salarié. Ça veut dire que si je partage et j'explique, il participe aussi au travail. Ça favorise l'expression aussi des choses qui ne pourraient ne pas être dites par le salarié. Et ça permet aussi de gérer le stress du salarié, souvent, parce que le moins on parle et le plus il va se sentir parfois stressé de ne pas savoir si son travail est bien fait ou si l'employeur est satisfait. Il faut bien savoir que dialoguer et parler, ça permet de libérer la parole et de libérer les émotions. D'ailleurs, souvent, quand on s'énerve, on a tendance à parler plus qu'il ne faudrait. Donc, c'est bien, voilà, ça démontre bien que c'est nécessaire de dialoguer. C'est aussi négocier et décider. Ça veut dire que je vais faire partager les décisions à mon salarié, en tout cas, je vais lui en faire part. Ce qui va permettre aux salariés de s'approprier les objectifs de l'entreprise. Le faire participer, en tout cas l'informer sur ce qui se passe dans l'entreprise et sur le travail, lui facilite l'appropriation des objectifs et l'implication dans le travail. Et puis, effectivement, ça le rassure et ça va le valoriser. Alors ça, quel est l'intérêt? Déjà, il va se sentir mieux, il sera moins stressé. Ça va limiter les résistances aussi, qu'elles soient psychologiques ou qualitatives dans le cadre de la réalisation du travail. Et ça permet effectivement de diminuer l'anxiété. Ça permet aussi de reconnaître le travail accompli de son salarié. Et puis le dialogue, c'est à travers le dialogue qu'on va faire évoluer les personnes, on va faire évoluer le salarié et puis faire accepter le changement. C'est bien à travers ce dialogue qu'on évolue. Alors, pour faire un petit peu de précision, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le processus réflexif, il se fait bien dans le dialogue et l'échange avec l'autre. Et c'est à travers ce dialogue qu'on élabore sa pensée, en fin de compte, qu'on réfléchit. Ce qui permet de comprendre et de transformer son point de vue, ses positions. Je ne sais pas. Sur cette partie dialogue, c'est toujours dans les faits attention de ne pas partir du principe que mon salarié est là, il vit et il voit les choses, donc il les comprend. C'est faux. C'est faux. Effectivement, il voit, il est avec vous tous les jours. Ce n'est pas pour ça qu'il comprend vos orientations et vos décisions. Parce qu'il n'est pas dans la démarche de décision et il n'a pas tous les éléments. Donc, il y a des fois, il peut être dans l'incompréhension, voire même dans la frustration, et donc ne pas tomber dans cette facilité. Il faut y faire très attention. Voilà, ce n'est pas parce que je vis les choses, ce n'est pas parce que je les vois se faire que je les ai comprises. Et c'est normal. Et là, c'est bien à vous de bien expliquer. Comprendre que la plupart des conflits entre un employeur et son salarié sont pas nés d'un gros événement. C'est souvent l'accumulation de tout un tas de petites frustrations. Et si ça se cumule en plus à un changement de vie, on en arrive au conflit. Donc le fait d'échanger un peu régulièrement, comme on vous l'expose depuis le début, va permettre un petit peu d'effacer au fur et à mesure toutes ces petites frustrations et d'assurer un mieux vivre, une meilleure compréhension des choses et donc de se sentir mieux ensemble aussi. Et puis, il y a un autre aspect qu'on n'évoque pas là, c'est la confiance. Pour bien discuter avec quelqu'un, il faut qu'il vous fasse confiance et il faut avoir confiance en lui. Le fait d'échanger un peu régulièrement sur toutes ces choses-là renforce la confiance et donc rend les choses plus faciles au quotidien. Voilà. Mais dans les faits, c'est bien ça. Attention, ce n'est pas parce que mon salarié est là avec moi qu'il vit et qu'il voit les choses, qu'il les a compris.
tout simplement parce qu'il n'a pas toutes les clés que vous avez en tant que chef d'entreprise. Et il faut les lui donner pour qu'il comprenne bien les choses. Dans la mesure du raisonnable, bien sûr, vous n'allez pas lui dévoiler vos comptes et votre vie de famille, hein, c'est pas... mais il faut lui donner quelques clés. Alors, on va passer au sujet suivant. Voilà. Il voulait pas. Bon. Alors, donc, qu'est-ce qu'on évite par le dialogue? Bon, il y a eu effectivement, Rémi a précisé des choses. Alors déjà, on va effectivement éviter les incompréhensions et les conflits. Alors, à partir du moment effectivement où on fait un feedback, c'est-à-dire qu'on demande à son salarié est-ce que tu as bien compris, est-ce que ça te va, etc. C'est à travers ce dialogue qu'on va éviter toutes les incompréhensions, les conflits, les erreurs aussi. Hein. Souvent, les erreurs, elles sont liées parce qu'on n'a pas pris suffisamment de temps à expliquer le travail ou ce que l'on attendait. Hein. Alors, l'attente, ça va en termes de délai, etc., de qualité et puis de méthode parfois. Hein. Si on veut que ce soit fait d'une certaine manière, ce qu'on appelle le geste métier, eh bien, il faut l'expliquer aux salariés. Hein. Et sachant que quand on embauche surtout un nouveau salarié, ses habitudes ne seront pas forcément les vôtres. Il ne fera pas le travail comme vous. Et si vous souhaitez qu'il soit fait d'une certaine manière, eh bien, il faut lui expliquer. Ça évite aussi les pertes de temps, parce qu'effectivement, quand il faut recommencer le travail, c'est une perte de temps, ou quand on n'a pas bien expliqué à son salarié où se trouvaient les éléments, le matériel pour faire le travail ou comment il doit s'y prendre, et il va perdre du temps soit à chercher le matériel, soit à réfléchir comment il va s'y prendre. Donc ça participe aussi, le dialogue, à l'organisation du travail. Effectivement, quand on communique mal et qu'on dialogue mal, eh bien, on a un travail désorganisé. Si je peux prendre un exemple dans les armées, quand il n'y a pas de communication, eh ben, ça ne fonctionne pas du tout et tout est désorganisé. Donc, ça montre bien quand même l'enjeu du dialogue et l'importance de se poser pour dialoguer. Et l'ensemble, effectivement, ce dialogue, il va permettre d'améliorer tout au long des journées, d'améliorer la qualité de travail. Parfois, effectivement, quand on considère que le travail n'est pas bien fait, c'est souvent lié aussi à un problème de dialogue et d'échange et de transfert de communication à ses salariés. Je te laisse la parole. Bon, là-dessus, c'est bien ce qui vient d'être échangé, hein, l'important de bien expliquer, de bien préciser, de bien donner aussi des objectifs, c'est-à-dire que échanger, demander quelque chose, dialoguer, c'est pas, je vais le dire vulgairement, c'est pas envoyer un ordre, hein, c'est aussi expliquer les choses et ne pas hésiter à donner des objectifs de rendu, hein, pour que les gens comprennent bien ce qu'on leur demande de faire et pourquoi on leur demande de le faire, ou pourquoi on leur demande de s'organiser de cette façon-là et pas d'une autre. Là encore, hein, on est toujours pourquoi, le pourquoi est important. Toujours bien comprendre pourquoi les choses se passent comme ça et pas autrement. Même si on n'est pas d'accord, si au moins on a compris pourquoi, ça facilite un petit peu les choses. Je passe au sujet. Donc là, on va aborder les informations obligatoires. Effectivement, dans l'entreprise, l'employeur a un certain nombre d'obligations. Donc, on en a retenu un certain nombre, effectivement, il y en a plus, mais les principales obligations qui passent notamment par l'affichage obligatoire. Il y a un certain nombre d'informations qui doivent être affichées et transmises aux salariés. Et puis par la mise à disposition d'un certain nombre de documents aussi, tels que la convention collective ou le document unique d'évaluation des risques professionnels. Ce sont des documents qu'on doit mettre en place et à disposition du salarié. Donc effectivement, on peut dire que ça, c'est une contrainte. L'idée, c'est autour de ces documents-là ou de cet affichage-là, de créer un dialogue et d'échanger avec son salarié et d'échanger aussi comment on travaille et comment aussi on va dialoguer ensemble. Donc les choses obligatoires, effectivement, c'est la durée et les horaires de travail. Ça doit être, le salarié doit être informé sur les conditions horaires de son travail. Ça, souvent de fois, effectivement, c'est pas forcément explicitement dit où on dit oui, mais nous, ça dépend.
OK, ça dépend, mais il peut y avoir une règle, on va dire, de fonctionnement général. Et ça permet effectivement de clarifier les contraintes et les astreintes du salarié. Comme ça, il aura connaissance de comment on fonctionne dans l'entreprise. Après, c'est préciser aussi les acteurs sociaux, santé au travail. Donc, dans l'affichage, il est obligatoire de mentionner les coordonnées de l'inspection du travail, tout ce qui est les numéros d'urgence, hein, de sécurité, le médecin du travail, et puis aussi tout ce qui est l'interdiction de fumer, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, dans tous les lieux publics et dans l'entreprise, quand il y a 2 salariés ou plusieurs personnes, on peut considérer qu'on est dans un lieu public, eh bien, il est interdit de fumer. Dans l'affichage, vous aurez aussi le harcèlement, la discrimination, tout ce qui est égalité professionnelle. Alors ça permet aussi d'échanger lorsqu'on présente l'affichage à son salarié, bah, de lui dire un peu c'est quoi le harcèlement. Voilà, ça peut être, on peut tous à un moment donné avoir une position, hein, un petit peu dure, et ça peut être le moment d'échanger, de dire le jour où ça va pas, où tu considères que je ne te respecte pas ou que j'ai des propos qui ne sont pas convenables, n'hésite pas à me le dire. Ou si c'est un de tes collègues, à me prévenir. Ça va être aussi de mentionner, hein, de toutes les interdictions, hein. Alors après, il y a d'autres outils, hein, tels que le règlement intérieur, qui peut être utilisé aussi, hein. Pour le règlement intérieur, il permet d'établir les règles de fonctionnement dans l'entreprise. Alors c'est important, alors c'est vrai qu'au départ, quand on a un premier salarié dans les entreprises agricoles, on a les petites entreprises, donc on se dit, bon, on a un premier salarié. Le souci, c'est qu'après, on en a un deuxième, puis des fois un troisième, et puis des fois plus. Et que quand, dès le départ, on n'a pas établi ces règles de fonctionnement, après, c'est parfois un petit peu difficile de revenir en arrière. Et effectivement aussi de transmettre les consignes de sécurité. Les consignes, elles sont diverses et multiples. Et normalement, elles sont aussi identifiées dans le DERP. Ça peut être des consignes d'évacuation, des zones de regroupement en cas d'incendie, des interdictions de fumer à des endroits très précis, la présence de produits dangereux, et puis les consignes de port des EPI. Effectivement, parfois le salarié refuse de porter ses EPI, mais des fois, dès l'embauche, ça ne lui a pas été forcément explicité correctement de dire effectivement, chez nous, dans ces activités, tu auras l'obligation de porter tes EPI. Et puis les droits des salariés aussi, tout ce qui est notion de contrat de travail, c'est-à-dire qu'il faut expliquer logiquement lors de la remise du contrat de travail les notions et les mentions du contrat de travail. Voilà, et puis les différentes dispositions qu'il peut y avoir dans l'entreprise. Et puis donc effectivement tout ce qui est convention collective, il mentionnait la convention et il peut y avoir accès. Aussi l'informer sur tout ce qui est mutuel et le fonctionnement. Ça fait partie effectivement des obligations. Et puis informer et former le salarié à l'hygiène et à la sécurité. Donc ça passe effectivement par la lecture du DERP. Et puis notamment aussi sur une obligation qui est normalement la visite de sécurité. En gros, c'est quoi la visite de sécurité? C'est pareil, cette visite, ça peut être le moment aussi d'échanger sur son salarié et d'évaluer aussi son comportement au travail, hein, en lui faisant le tour de l'exploitation, lui montrant les endroits ou les activités ou les matériels où il peut y avoir un danger, et lui expliquer comment s'en prémunir, lui montrer là où il y a les extincteurs, etc. C'est une chose qui peut être faite. Et puis enfin, une des obligations, c'est aussi le droit à la formation, c'est-à-dire d'informer le salarié qu'il a le droit à la formation. Et dans ce cadre, notamment, ça se fait lors de l'entretien professionnel. Donc là, vous avez vu, j'ai mis au CAPIAT, effectivement, c'est le financeur de formation, le fonds de formation pour lequel vous cotisez, qui vous permet de financer une partie des formations pour les salariés, mais c'est aussi l'organisme qui va financer des actions RH parce qu'il considère que si vous travaillez sur la RH, vous améliorerez les conditions de travail pour vos salariés. Donc, il abonde aussi dans ce cadre-là. Voilà, c'est informer aussi le salarié sur le CPF lors de l'entretien pro.
Hein, c'est une des obligations, et sur le CEP, le Conseil en évolution professionnelle. Voilà, et ça, normalement, ça se fait lors de l'entretien professionnel qui a lieu tous les 2 ans. La parole, je ne sais pas s'il y a des remontrances. Quelque chose À à ce dire là-dessus. stade-là, alors voilà, c'est à ce stade-là hein, que se fait le lien entre voilà, l'intitulé de ce webinaire, hein, de la contrainte réglementaire vers le dialogue avec son salarié. Tous les éléments qui sont affichés là sous vos yeux sont des éléments qui peuvent permettre un vrai échange autre que le travail au quotidien avec votre salarié. La durée et les horaires de travail, évidemment. Hein, on dit qu'il faut afficher la durée et les horaires des travail normalement dans l'entreprise, c'est obligatoire, mais on n'a jamais dit qu'on ne pouvait pas discuter avec le salarié des horaires, des conditions. Et quand on dit durée et horaire, c'est aussi la possibilité de pause, la pause de déjeuner, comment on organise. Donc tout ça peut évidemment faire l'objet d'un échange avec son salarié pour s'adapter aussi, vous à vos besoins, mais lui aux siens. Hein. On verra dans les autres webinaires quelques exemples il y a souvent quelques heures sur ces sujets-là, hein, notamment dans la gestion du temps. Donc évidemment, la mise en place d'une organisation du temps de travail sur la journée et sur la semaine est un véritable élément de dialogue qui va permettre d'aller un petit peu plus loin que la seule exécution du travail. Bon, l'affichage des acteurs sociaux et des travailleurs de santé, ça c'est différent, c'est une obligation, c'est très prescrit, il n'y a pas grand-chose. La notion de harcèlement ou de discrimination, pour un certain nombre d'entre vous, avoir quelques noms qui est employeur potentiellement de plusieurs personnes, de saisonniers, je pense aux maraîchers Horti-Pépi ou Viti, il peut y avoir hein, quelques problématiques de harcèlement. C'est évidemment la problématique égalité homme-femme, mais c'est aussi les problématiques ethniques. Hein. Quand on a beaucoup de saisonniers, si on commence à avoir des ethnies différentes, faire attention à ce qui peut se passer. Donc ça peut aussi être l'occasion d'une discussion, d'une sensibilisation et potentiellement de petits conflits sur lesquels, du coup, il faut comprendre. Hein. La sécurité, oui, il y a des consignes, oui, il y a des interdictions, mais il y a aussi des fois, comment on fait pour travailler en sécurité, c'est pas toujours c'est évident. Et là-dessus, le salarié, en le vivant au quotidien, va aussi pouvoir travailler avec vous sur cette problématique-là. Attention, en la matière, vous avez une obligation de résultat. Vous devez d'assurer la sécurité de vos salariés. Et parfois, sur certains travaux, ça peut être utile, là aussi, d'échanger avec eux comment on peut changer les méthodes, comment on peut changer le matériel, comment on peut adapter les pratiques pour travailler plus en sécurité. Là, il y a aussi un vrai sujet hein, de réflexion, de travail et du coup d'application de leur part. Hein. C'est évidemment important. C'est des choses très bêtes, hein, mais sur un EPI, certains vont préférer un masque, des lunettes, des gants comme ci, pas comme ça. Ça peut aussi être des situations d'échange qui peuvent là aussi permettre de sortir un petit peu du quotidien. Les droits du salarié, c'est pareil, on reste sur des choses plus formalisées. Il y a de l'explication, mais on est un peu moins dans le dialogue, on est dans la transmission d'informations. Le dernier gros sujet, c'est évidemment la formation. Il y a une obligation, vous devez permettre à vos salariés de se former. Il y a l'entretien professionnel avec des obligations tous les 6 ans. Mais ce n'est pas pour ça qu'on laisse le salarié se former sur n'importe quoi, n'importe comment. Ça doit être un vrai échange entre vous. Hein. La formation doit permettre aux salariés de se valoriser, de s'épanouir, mais doit aussi vous permettre à vous d'améliorer ses compétences en fonction des besoins de l'entreprise. Et donc tout ça, ça ne peut être que le fruit d'un vrai dialogue entre vous. Si c'est toujours le salarié qui vient vous dire « je veux me former là-dessus » ou c'est toujours vous qui dites au salarié « je vais te former là-dessus », il y a un moment, vous n'allez plus être en phase. L'idée est qu'à travers la formation, alors il y a des exemples concrets, hein, c'est l'exploitant qui va toujours envoyer le salarié sur de la soudure, de la mécanique et des choses comme ça, et le salarié qui va toujours demander son permis poids lourd. Si on veut que ça se passe bien, il faut trouver un accord au milieu de tout ça et il faut que tout le monde s'y retrouve. Donc la formation est un vrai sujet d'échange. Pourquoi l'entreprise a besoin de telles compétences? Pourquoi le salarié souhaite diversifier ses compétences un peu en dehors du cadre de l'entreprise? Il y a des raisons, ce n'est pas forcément rédhibitoire, mais la formation est un vrai sujet d'échange
qui doit être fait de manière, alors là, pour le coup, entre guillemets, de manière formelle, c'est-à-dire en tout cas, ça doit être un vrai temps préparé sur ce sujet-là pour demander un petit peu quels sont les enjeux. Si je peux répondre, l'outil pour ça, c'est effectivement l'entretien professionnel. Et pour donner un exemple, je suis intervenu dans une entreprise en viticulture où ils ont mis en place l'entretien. Et du coup, l'employeur ne pensait pas que son salarié qui était à la culture de la vigne accepterait de migrer plutôt vers la cave. Et lors de cet entretien, déjà, il a pu le rassurer. Et du coup, le salarié dit oui, je veux bien essayer. Et puis, il a essayé. Et puis, maintenant, il aimerait bien rester à la cave. Donc, vous voyez, ça permet aussi de faire évoluer des positions. Et notamment, ce salarié-là, c'est un salarié qui commence à vieillir. Donc, c'est vrai que le travail tous les jours à la vigne et tout ça, ça peut être aussi plus physique et plus contraignant. Ça permet aussi de proposer à son salarié d'évoluer vers d'autres postes pour aussi le préserver et qu'il puisse travailler le plus longtemps possible. Et l'entretien pro est un outil utile dans ces circonstances. Donc, voilà. Et puis après, ça peut être sur l'évolution de certaines compétences aussi, si on veut, par exemple, que notre salarié devienne tractoriste ou autre, sur d'autres compétences où ça peut être organisé. Oui, voilà, nous, c'était un petit peu ce qu'on voulait vous dire pour aujourd'hui. On ira de plus en plus en avant sur les 2 autres webinaires. À partir de là, on a encore 7 minutes devant nous. Est-ce que vous n'êtes plus que 4 puisque François-Xavier a dû nous abandonner pour un impératif d'une autre réunion. Mais si vous souhaitez revenir sur des sujets, nous demander des précisions, nous faire part d'un vécu dont vous acceptez qu'on échange un petit peu tous ensemble, on a une petite dizaine de minutes devant nous. Peut-être, pardonnez-moi, je parle directement à Marc, si on peut enlever le PowerPoint et se voir, ça peut être un petit peu plus agréable. Partager la flèche, voilà. Donc là, il faut que tu viennes là. Est-ce qu'ils ont tous le... Ah oui. Et tu t'actives, autoriser la caméra. Je vais faire ça. Puis, autoriser la caméra. Voilà, Madame Roumier, Monsieur Ducrot, si vous souhaitez qu'on revienne sur deux, trois petites choses ou qu'on vous... N'hésitez pas. Non, c'est des choses effectivement que j'essaie de mettre en place un peu sur ma structure personnelle et sur la structure collective dans laquelle je suis. Voilà, on est loin d'être parfait sur nos exploitations notamment. Sur l'affichage, par exemple, voilà, je suis pas du tout au point. L'affichage, il doit être fait, on le met à peu près là où on veut le mettre, quoi. Il n'y a pas de règle en la matière, je suppose. Non, il n'y a pas de lieu, c'est faux. Alors, il y a différents types d'affichage. Ce qu'on va appeler vraiment l'affichage obligatoire, donc les numéros de téléphone obligatoires, les 3 articles de loi, le harcèlement, l'égalité homme-femme et normalement les horaires de travail. Voilà, ça, il faut choisir un lieu de passage régulier du salarié. Il ne faut pas que le salarié soit obligé de rentrer dans votre bureau. Hein. Ça doit être dans un lieu où il va passer de lui-même et où il va pouvoir le voir. Après, il y a tous les affichages obligatoires de sécurité à certains endroits. Bon, là, évidemment, c'est le local phyto, c'est tous les endroits où il y a un risque inflammable. Atelier. En gros, c'est le risque produit dangereux, le risque d'inflammation, donc stockage, produits phyto, atelier, selon ce que vous êtes, potentiellement la cuverie, des choses comme ça. Et si vous souhaitez protéger des endroits, on pense à l'interdiction de fumer, hein, vous êtes en droit vous n'avez pas le droit d'interdire à un salarié de fumer, vous êtes en droit de lui assigner un lieu précis sur l'entreprise. Voilà. Donc après, si vous souhaitez mettre des endroits, là aussi, je vais penser à des endroits où il y a de la transformation de produits, oui, vous allez mettre un panneau interdiction de fumer. Mais sinon, l'affichage minimum, il faut trouver un lieu où le salarié va passer et accessible facilement. Après, en viticulture, on sait par exemple sur les cuves, oui. si on a rentré dans les cuves, de mettre des panneaux, on n'en voit pas forcément, mais sur les cuves, des panneaux attention, danger, asphyxie, etc. Il y a des panneaux qui peuvent être mis de sécurité à certains endroits.
On peut utiliser des matériels avec pression aussi, où il y a de la pression. Donc voilà, c'est des choses où on peut mettre des panneaux pour prévenir le salarié qu'il y a un danger potentiel. Mais là-dessus, il faut bien faire la part des choses entre ce qui est obligatoire et ce qui va ressortir de la notion de gestion de la santé-sécurité, donc qui peuvent être un plus. Mais quand il y a de l'obligatoire sur les matériels, en général, les pictogrammes sont affichés. Je ne vous parle pas des installations électriques. Si vous avez des armoires électriques, normalement, il y a les pictogrammes risque électrique dessus. Effectivement, s'ils n'y sont plus, peut-être en remettre un. Mais à l'origine, ils en avaient un, oui. Il faut que l'électricité soit aux normes, hein. Elle est vérifiée tous les ans, monsieur Ducrot. On est d'accord? Bien sûr, bien sûr. Non, voilà. Donc ça, c'est une obligation. C'est une obligation. Là, par exemple, aujourd'hui, je ne suis pas à jour sur ce domaine-là des pictogrammes et compagnie. J'ai un salarié qui se blesse ou qui a un problème avec un matériel sur lequel il n'y a pas le pictogramme ou je ne sais quoi. Je suis comment vis-à-vis de la loi? Le vrai sujet, ça va être votre document unique des risques. Comment? Le vrai sujet, ça va être votre document unique des risques. Est-ce que votre document unique des risques est à peu près recevable? C'est à jour. Et à peu près à jour. Et là, il n'y aura pas foncièrement de problème sur un tracteur qu'un pictogramme soit effacé ou des choses comme ça. Ce n'est pas grave si votre document des risques, d'évaluation des risques est à jour. Et je le dis d'autant plus à l'aise que j'ai eu un cas grave sur une exploitation dont j'ai fait un DU il y a 1 an et demi. Et j'ai eu un cas grave puisque nous avons malheureusement eu un décès. Bon, voilà, je sais maintenant comment ils le lisent dans ces cas-là de manière très concrète. C'est ça qui va compter. Ce n'est pas tant l'affichage. Là où vous pouvez avoir un problème sur l'affichage, c'est en cas de simple contrôle ou pour un affichage, ça sera un rappel à la loi uniquement. Il ne peut pas y avoir de sanctions financières ou pénales pour ça, pour un manque d'affichage. L'absence de document unique des risques aujourd'hui, c'est 1 500 € d'amende. Ce n'est jamais arrivé. On sait qu'ils mettent de plus en plus de pression sur ce genre de mesures. C'est vraiment votre document unique des risques qui est important. Aujourd'hui, c'est aussi une des conditionnalités de la PAC. Oui. Donc, il y a tout intérêt quand même pour ceux qui ont de la PAC de l'avoir pour éviter les pénalités. L'affichage des consignes de sécurité en tant que tel sur tous les matériels et toute installation n'est pas complètement obligatoire. Donc, ce n'est pas là-dessus qu'on va aller voir. C'est quelque chose qui reste autant moi, pour avoir travaillé dans d'autres domaines, sur du matériel qui reste au même endroit tout le temps, qui est fixe, ça reste, je dirais, assez facile à faire, mais sur du matériel agricole on est d'accord. Qui va dans la poussière, dans la pluie. C'est bien pour ça que c'est le document unique des risques qui va plutôt… Le carcère derrière, enfin bon, c'est… Oui. C'est pour ça que c'est le document unique des risques qui compte. C'est vraiment comment on a rédigé votre document unique des risques, comment on a analysé l'ensemble des risques possibles. Et du coup, alors, le plan de prévention n'est pas une obligation, mais si au moins on a analysé le risque, ça veut dire que forcément on a analysé ce qu'il ne fallait pas faire. Mais on peut vous donner un cas. Oui. Il y a quelques années, mais c'était il y a 3 ans, j'ai un exploitant qui a coincé son salarié entre son épandeur à engrais et son tracteur. Le relevage s'est activé. L'exploitant n'a pas été inquiété, on a bien considéré. Il avait son document unique des risques. Il était dans une opération, tout ce qu'il y a de plus conforme. Bon, accident grave, hein, le salarié s'est retrouvé avec le sternum écrasé, donc il est aujourd'hui handicapé et inapte au travail, hein, donc c'est pas rien. L'exploitant n'a pas été inquiété par l'inspection du travail. Ils ont conclu à l'accident. Mais tout était en règle. Le tracteur était en règle, c'est-à-dire que ce n'était pas un vieux taco qui avait plus de frein, qui avait plus rien, il avait un vrai relevage. L'épandeur était en règle, ils étaient à l'arrêt, sur une place de dételage et d'attelage correcte. Pourquoi le relevage s'est déclenché en automatique? Il y en a sûrement un qui a mis sa main où il ne fallait pas sans le vouloir, c'est des choses qui arrivent. Voilà. Donc, mais voilà, ils ne sont pas allés voir le pictogramme. Normalement, vous avez sur l'aile arrière le petit pictogramme qui vous dit vous n'avez rien à faire là. Je suis d'accord avec vous, au bout d'une première saison, si le pictogramme il est encore là, c'est que le tracteur il n'a pas beaucoup roulé. On est bien d'accord.
Exactement. Donc, Voilà. après, c'est surtout aussi de faire les vérifications réglementaires. C'est ça. Parce que là, par exemple, nous, alors ça va être plus dans l'élevage, mais les engins de levage, il y a des obligations. Et là, je conseille quand même fortement de faire ces vérifications-là. Parce qu'effectivement, en cas d'accident, si ce n'est pas fait, là, l'employeur est mis directement en cause. Donc, voilà. Sachant qu'un tracteur avec une fourche, C'est le chariot élévateur et c'est aussi le. c'est ces chariots-là, ça va être le tracteur avec fourche. La fourche avant sur un tracteur aussi. Ouais, C'est ça tous va les être- ans. C'est tous les ans. C'est la tout fourche engin de levage. Donc, ça peut être aussi le crochet qu'on attelle en 3 points pour les big bags, s'il est hydraulique. Ouais, C'est à partir du moment où il y a de l'hydraulique. Mais tout engin de levage hydraulique motorisé doit être vérifié à minima tous les ans pour être sûr que. Qui est-ce qui fait les vérifications de ça? Alors, et ça sera la fin parce qu'après, on va dépasser l'horaire, mais on va répondre rapidement. Moi aussi, Trois- j'ai rendu à 14 Trois heures. solutions pour les engins de levage. Soit vous avez votre CUMA qui le fait. Le réseau CUMA au niveau de la région le propose dans certains départements et dans certains secteurs. Soit votre concessionnaire accepte de vous le faire. C'est possible aussi, pas tous, mais certains acceptent de vous faire la vérification. Sinon, c'est un organisme de vérification, le plus connu étant la PAV. Voilà, vous leur demandez de venir, ou Veritas, ou DECRA, enfin voilà, hein, c'est les organismes de vérification classiques qui vont venir et qui vont faire tous vos engins, il n'y a pas de problème. Hein. Évidemment, c'est plus facile si c'est votre concessionnaire et la CUMA, et en plus, ça coûtera beaucoup moins cher. Oui, c'est ce que vous allez penser. Voilà. La PAV, très clairement, des exploitants ont dû le faire. J'en ai échangé avec certains il n'y a pas longtemps. On m'a parlé, c'est 400 €. Ouais, c'est ça. Puis Veritas, je crois que c'est 100 € pour une vérif. Alors, pour un déplacement, en fait. Alors, s'il fait 3 matériels au lieu d'un, c'est un petit peu plus de 400, mais ce n'est pas 3 fois 400. Hein, c'est toujours pareil. Mais oui, pour un déplacement, faut compter 400 €. Okay. Voilà ce qu'on peut vous dire aujourd'hui. On avait dit -10, il est 53 si je ne dis pas de bêtises, donc on va en rester là. Les 2 webinaires à venir sont un petit peu dans la continuité de celui-là. Hein. Donc, si vous pouvez, le 22 novembre, donc mercredi prochain, c'est ça, et le 1er décembre, vendredi, c'est un vendredi, toujours à la même heure. Et sachant pour vous, si vous en entendez parler, que, comme on vous l'a dit en début, nous avons enregistré ce webinaire et il sera mis en ligne assez rapidement. On vous fournira le site, mais de toute façon, il sera disponible sur le site de la Chambre d'agriculture à minima et sur le site de la FNSEA Centre-Val de Loire. Donc, vous pourrez revoir cette intervention. Et n'hésitez pas entre-temps, bien sûr. Merci beaucoup, Madame Roumier, pour votre message. À nous contacter, hein, que ce soit Marc ou moi, si vous avez la moindre question sur des aspects santé, sécurité ou RH, on est là pour vous aider et pour vous accompagner à tout, j'ai envie de dire à tout moment. En tout cas, on est là pour vous répondre. Et on vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. En vous souhaitant une excellente après-midi et une bonne fin de semaine. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.